Bon les gars, aujourd'hui je vais vous présenter ça. Donc là on est sur un AS350, on est sur un modèle BA+, et c'est ce qui fait toute l'originalité de cette machine. On est sur un AS350, mais il est plus connu sur le nom d'Écurie en France. Mais ici en Amérique du Nord on va l'appeler A-Star. Mais il y a plusieurs autres noms aussi, AS350, H125 pour les derniers modèles de cette génération. Mais ça reste la même chose. Donc là, on est sur une configuration opérationnelle. Donc qui dit configuration opérationnelle dit plusieurs petits accessoires. Donc je vais vous présenter ça vite. Et après, on va faire une petite présentation intérieure, après un test en vol. Et puis je vais enfin vous parler de ce qui se trouve sous le capot moteur. Donc ici, on a les miroirs. Donc deux fonctions pour les miroirs. Donc tout simplement, tu peux, quand tu es assis côté pilote, hop là, voici la vue que ça te donne. La fonction des miroirs sur un hélicoptère, c'est deux choses. Donc, aller chercher la visibilité du rotor de queue principalement. Et ensuite, ça va te servir tout simplement à vérifier ta charge lorsque tu fais de l'élingage. Donc quand on va faire de l'élingage, on va chercher à avoir la visibilité de la charge, savoir si la charge ne tape pas un obstacle ou si tu as la bonne hauteur avec ta charge. Donc, deuxième petit accessoire, une configuration opérationnelle, donc c'est les petits pads en plastique que tu vois, genre là, l'espèce de petit triangle en plastique. Donc ça, on appelle ça des pads d'ours et ça va tout simplement servir à ne pas caler dans tout ce qui est zone marécageuse. Pourquoi tu veux pas que ton appareil cale dans une zone marécageuse? Ben, tout simplement à cause du rotor de queue. Parce que le rotor de queue, il est assez bas sur un A-Star. Et imaginons que tu poses dans une zone marécageuse, ben, ça se peut que ton rotor de queue descende vraiment bas et il y a des risques que ça heurte un petit obstacle. Donc il faut savoir que genre une petite branche comme ça, ben, tu peux tout simplement plier les petits témoins qui sont juste là. Donc c'est ça leur fonction sur un hélicoptère, c'est tout simplement, imaginons que tu reviens de vol et que tu tapes un tout petit obstacle, ben ça plie. Donc à la suite de ça, on va avoir le crochet. Donc le crochet, il va principalement servir à faire de l'élingage. Donc l'élingage, ça se fait avec une corde qui fait à peu près 100 pieds, donc environ 30 mètres. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. On va passer sous la machine, donc juste là. Donc le crochet, il est juste là. Donc la petite prise que tu vois là en jaune là, c'est en fait le raccord électrique qui va permettre de contrôler le crochet de l'élingue. Donc pour l'ouvrir, principalement lorsqu'on va élinguer une charge, pour la déposer, aller en rechercher une autre. Et le dernier accessoire d'une configuration opérationnelle, ça va être le panier. Donc on va passer de l'autre côté de la machine et je vais pouvoir vous montrer ça. Le panier qu'on voit juste là, c'est un autre accessoire opérationnel. Donc ça va permettre au client de mettre tout ce qui est outils ou encore des affaires qui ne rentrent pas dans le cargo. Tu vas pouvoir le mettre genre dans le panier et ça va tout simplement servir au client lorsqu'il en aura besoin. Donc tout simplement tu l'ouvres comme ça. Tu le refermes comme ça et ça va tout simplement servir à gagner un peu de place. Parce que bien sûr, les cargos à l'intérieur de la machine sont limités en termes de poids. Donc il y en a de part et d'autre de la machine et tu en auras aussi un au niveau de la queue à l'arrière. Donc pour ouvrir, c'est des petits systèmes genre de clips comme ça. Et tu peux avoir accès à ta porte cargo. Donc pour parler un petit peu des pales de l'hélicoptère, que ce soit pour le rotor de queue ou le rotor principal, c'est tout simplement de la fibre. Et genre entre les deux couches de fibre au milieu, tu as de la mousse tout simplement. Et donc ça lui confère rigidité, solidité. Dit comme ça, ça a l'air d'être vraiment pas solide et tout, mais c'est super solide, c'est super efficace. Et ça va faire 50 ans que ça existe, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc caractéristique principale d'un hélicoptère, on a un rotor principal, c'est lui qui est juste en haut, avec 3 pales. Donc le rotor principal, lui, il va servir à générer la portance pour arracher la machine du sol. Et le rotor à l'arrière, qu'on appelle aussi rotor anti-coupe, lui, il est là pour contrer l'effet du rotor principal. Parce que s'il n'y avait que le rotor principal et pas de rotor de queue, l'hélicoptère, il tournerait en haut. Donc on va pouvoir passer à l'intérieur. Je vais vous présenter un petit peu les commandes de vol et puis ce qu'on peut retrouver un petit peu au niveau du cockpit. Donc l'intérieur d'un A-Star, ça ressemble un peu à ça. Donc 2 places en avant, 4 places en arrière.
Et en avant, tu vas retrouver 3 principales commandes de vol. Donc tu as le palonnier, juste ici, le cyclique, juste là. L'espèce de frein à main que tu vois, c'est le pas général. Donc le cyclique, c'est lui qui va donner la direction à la machine. Donc je m'explique. Lorsque tu vas le pousser en avant, tu vas accélérer, avancer tout simplement. Lorsque tu vas le tirer en arrière, tu vas ralentir ou reculer. Tu le pousses à gauche, ta machine va pencher à gauche. Tu le pousses du côté droit, ta machine va aller à droite, tout simplement. Pour ce qui est des palonniers, donc les 2 petites pédales que tu vois juste là, c'est ce qui va orienter le nez de la machine. Si tu appuies à gauche, le nez de la machine va tourner à gauche. Si tu appuies à droite, la machine va tourner à droite. Pour le collectif qui est genre juste là, lui il a 2 fonctions. Donc, principalement, faire monter et descendre la machine sur l'axe vertical, mais aussi, il va réguler la puissance du moteur parce que plus tu vas tirer sur ton collectif, plus tes pales de rotor principal, elles vont s'incliner et plus il faudra de puissance pour que la machine puisse se sustenter. Et par sustenter, je veux dire créer sa propre portance pour continuer le vol. Donc sur un AS350, on est à peu près sur un réservoir de 540 litres. Et puis ce modèle-ci, avec le moteur Lycoming, c'est à peu près 120 litres de consommation à l'heure de vol. Donc chaque hélicoptère est différent, mais ce modèle-ci, c'est à peu près ce que ça représente. Donc en termes de kilométrage, on est sur à peu près 640 km d'autonomie. Donc pour certains, ça va paraître peu si tu compares à une voiture, mais 640 km en hélicoptère, c'est pas 640 km en voiture, parce que tu fais quasiment du 200 km/h et tu le fais en ligne droite d'un point A à un point B. Donc c'est pas vraiment comparable. À la suite de ça, je vais vous montrer un petit peu le cockpit. Donc pour tout ce qui est dans cette zone-là, c'est tout ce qui va servir entre guillemets à la navigation. Donc altimètre ici, horizon artificiel là, ça c'est ma vitesse, ça c'est mon compas, ça c'est mon indicateur de taux de descente et là c'est mon turn coordinateur. Donc tout ça, ça peut servir, enfin c'est pas ça peut, ça sert à la navigation. Donc en haut, on a ici le petit panneau des ennuis. Donc principalement, ce sont tes lumières d'urgence. Donc on va l'allumer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tu sais que si tu as une lumière qui allume ici, tout simplement, tu es accessoirement dans la merde. Et après, pour tout ce qui est sur cette façade-là et celle-ci, c'est tout simplement les paramètres moteurs de ta machine. Ils servent à 2 choses, savoir si ta machine est en santé et bien sûr, ils servent aussi à savoir si tu es dans les limites du constructeur. Donc, on va aller essayer ça en vol. Alors, ce ne sera pas un long vol, donc on est dans une zone de contrôle parce que juste derrière, on ne va pas le voir, mais genre là, tu as un aéroport. On est sur un aéroport. Donc c'est une zone contrôlée, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux et il y a énormément de communication parce que comme tu as pu voir, il y a d'autres hélicoptères, il y a des avions qui posent. Donc ça se peut que je parle un peu moins en niveau vol parce qu'il faut que j'écoute ce que le contrôleur me dit parce que lui il a les pleins pouvoirs dans une zone de contrôle. Et à la suite de ça, dépendamment de si ça parle trop ou pas, je vais essayer de communiquer. Donc on se retrouve en vol et puis après, on parle du moteur. Une fois que c'est fait, on peut commencer à décoller gentiment. Donc on va monter un petit peu plus haut. On retire un peu de friction pour pas blaster les machines. Donc ce qui est génial avec un hélicoptère, c'est qu'on peut vraiment bouger. Donc c'est-à-dire qu'avec le cyclique, on va pouvoir aller d'avant en arrière. Donc pousse devant, tu pousses en avant, on va en avant. Delta Golf Bravo, tu vous atterrir piste de 4 gauche.
Une petite poussée en arrière. Delta Echo. On va en arrière. 2000, 700, on va traverser là, qui s'apprête à virer en arrière. Et on peut aussi aller sur les côtés. Donc on va utiliser les pédales tout simplement et on va pouvoir se dépasser latéralement avec la machine. Et donc imaginons qu'on mêle un petit peu tous les petits effets de toutes les commandes de vol. On peut arriver à faire des choses très intéressantes comme faire un petit 360 en faisant une petite rotation sur le nez comme ça. Et c'est là toute la magie de l'hélicoptère. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la machine. Donc petit vol tout simple, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Là, donc pour India Foxtrot Lima, on serait pour le départ. India Foxtrot Lima, Roger, départ nord, pas plus haut que 1100 pieds. Et décollez à votre discrétion de votre position. India Foxtrot Lima, pas plus haut que 1100 pieds en sortie nord. Donc on va prendre un peu de vitesse, un peu de puissance et on va pouvoir partir avec la machine. Donc sur un hélicoptère, on va aller chercher la vitesse en poussant le cyclique en avant. Donc quand on pousse trop en avant, la machine descend. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la soutient avec un peu de puissance. Au final, il y a un trafic à votre 12 heures par... Donc là, on a à peu près à presque 200 km/h. Mais ça part pas. Donc piste 2-4 gauche, c'est le Québec. Encore une autre chose, c'est que les commandes sur l'hélicoptère sont extrêmement sensibles. On voit déjà qu'il veut partir en avant. Donc tous les mouvements sur un hélicoptère prennent très peu d'amplitude. Donc on va faire un petit virage grand inclinaison. On va vérifier de chaque bord pour voir si c'est correct et puis on va pouvoir faire notre grand virage. Donc c'est tout ça pour vous montrer. L'hélicoptère, c'est une machine qui est extrêmement maniable. Donc, on va faire un premier petit virage par ici. Et après, on va pouvoir tourner de l'autre bord. Et ça prend très peu d'amplitude pour avoir des mouvements comme ça. Donc là, on va retourner. Donc, on va repasser avec la tour et on va pouvoir poursuivre la vidéo sur la petite anecdote de cette machine et à savoir comment un moteur de tank a pu arriver dans un hélicoptère. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo et il y a une chose que j'avais oublié de vous mentionner. Ça là, ça a 50 ans. Il a eu 50 ans cette année-là, donc ça fait 50 ans que cette machine-là est en service. Je ne parle pas spécifiquement de ce modèle-là, mais je parle de tous les modèles d'Instar réunis. Ça va faire 50 ans que cette machine est opérée. Une petite croyance populaire qui veut que genre, la petite entrée d'air qui est genre juste en haut là, on va aller la voir. Hop là. Donc la petite entrée d'air qui est là. Tout le monde croit que en fait c'est l'entrée d'air du moteur, mais non, c'est totalement faux. Genre, je sais pas si ça va apparaître à la vidéo, mais tu as des radiateurs qui sont juste devant et c'est tout simplement des radiateurs pour refroidir l'huile moteur. L'admission d'air pour le moteur, ben, elle se trouve en haut du capot moteur, je vous montre ça. Donc elle est juste là, comme tu peux voir, c'est un méga filtre, il est énorme et c'est là que l'air va être aspiré et donné à la turbine. Et ce qui est vraiment malade, c'est que genre, pour ceux qui ont eu des filtres KN sur leur voiture, ben c'est des filtres en coton pareil, lavables. Genre, je trouve ça vraiment génial. Genre, les mecs, ils ont bien réfléchi à comment ils ont créé leur hélicoptère. Donc là, je vais ouvrir le capot moteur et puis on continue la vidéo. Bon, on se retrouve pour la fameuse anecdote du moteur Lycoming. Donc le moteur précisément c'est un LTS 101-600, 600 tu auras compris pour 600 chevaux. Et donc ce moteur
qui a une petite réputation. Au début, elle n'était pas super bonne, donc on remonte dans les années 70 quand Airbus a voulu commercialiser la S350 sur le marché américain. Ils se sont heurtés à un mur. Tout simplement, l'accord qui a été pris avec, entre guillemets, les États-Unis, Airbus, enfin pas Airbus, c'était Aérospatiale avant, c'était qu'il fallait qu'il y ait une composante majeure américaine pour la commercialisation de la S350 sur le marché américain. Sinon, ça passait pas. Moi, je dis Hagra. Hagra. Donc les mecs ils se sont mis d'accord sur le moteur et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, la S350 avec le moteur Lycoming. Donc c'est une spécificité purement américaine, tu vas pas la retrouver en Europe, ou en tout cas s'il y en a c'est extrêmement rare. Et à l'heure d'aujourd'hui c'est plus du tout produit. Les AS350 Lycoming ça n'existe plus, ça sort plus. Aujourd'hui si tu veux un écureuil, ça va être un B3E tout simplement, ou H125, c'est son nouveau nom aujourd'hui. Pour revenir au moteur, tu as l'arrivée d'air qui est genre juste là, qui va rentrer ici. Ton air il va être compressé et envoyé dans la chambre de combustion. Là où c'est que tu auras un mélange air-essence et puis après il va être évacué à la fin du processus. Et puis genre ici une petite pipe. Donc cette petite pipe là c'est le même rôle qu'un reniflard. Donc tout ce qui est excédent d'huile va être envoyé à l'arrière et ça va tout simplement être brûlé. Pour retrouver au fonctionnement du moteur, on a ici genre une boîte d'engrenage. Et cette boîte-là, elle va servir à ralentir le nombre de tours minutes du moteur et aussi à distribuer cette puissance au rotor principal, donc via l'espèce d'arbre à cam là, que tu vois là, ça là. Hop là, tu vois que ça avance ici et genre ici là, tout le mât rotor, c'est comme une méga boîte de vitesse qui est là pour ralentir le nombre de tours minutes une deuxième fois. Donc le rotor principal il a 395 tours par minute. L'arbre à cam qui distribue la puissance, lui il tourne environ à 6125 tours minute. Et après tu as le rotor de queue à l'arrière, parce que genre tout ça là, je vais mettre dans la vidéo à quoi ça ressemble sans le petit capot. Mais tout ça là, c'est un arbre à cam et ici tu as encore une sorte de boîte de vitesse qui est faite pour ralentir la vitesse du rotor de queue. Mais le rotor de queue lui tourne 6 fois plus vite que le rotor principal. Donc on est à peu près sur du 2086 tours minute. Un hélicoptère, la majorité du bruit ne sort pas du rotor principal qui est là, mais bien du rotor de queue qui est en arrière. Et donc quand les constructeurs vont chercher à faire un hélicoptère qui fait moins de bruit, ils vont principalement travailler sur le rotor de queue. Tu peux aussi travailler sur le rotor principal en donnant une nouvelle forme de pale qui fait un petit peu moins de bruit, mais c'est le rotor de queue qui va être principalement attaqué pour justement réduire le bruit. Donc tu as McDonnell Douglas qui est un système de Notard. C'est un système qui est pris sur le moteur et en fait c'est une turbo soufflante qui va envoyer de l'air indépendamment d'où tu le veux via le palonnier. Et ça va avoir le même effet qu'un rotor de queue traditionnel, donc la fonction anti-couple. Et donc, tu as aussi Airbus, qui a sa propre technologie, qui est le fenestron. Le fenestron, c'est un rotor de queue caréné. Je vais vous mettre une image. Donc, la technologie du fenestron, c'est avoir plusieurs petites pales justement dans le carénage pour pouvoir réduire le bruit, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, le H160, la petite tête d'affiche de Airbus maintenant, il est équipé de la technologie du fenestron. Et donc, maintenant, Airbus, c'est comme genre leur marque de fabrique qui mettent des fenestrons presque sur toute la gamme, sauf la S350 pour le moment. Mais la S350 a un frère qui est le H130 qui, lui, est sur la même plateforme que la S350, mais plus typé VIP avec un fenestron. Donc, pour revenir sur l'anecdote du Lycoming, tout simplement, les Américains n'ont pas voulu que Aérospatiale, à l'époque, commercialise leur machine avec leur propre moteur, en fait. Enfin, tout simplement
parce qu'ils voulaient qu'il y ait une composante majeure américaine et le consortium a été fait sur le moteur. Donc c'est la société Honeywell Lycoming qui a été genre mandatée pour faire le petit kit pour la S350 qui est juste là. Et ça s'est pas fait sans problème parce que les premières versions, donc la Star D, quand il est sorti, on les appelle les Firestar parce qu'il y avait énormément de soucis d'incendie moteur. Et ça va péter! Péter! Parce que technologie française, technologie américaine, ça fonctionnait pas bien au début. Et donc, d'où le petit nom Firestar. À la suite de ça, c'était fiabilisé, ils ont trouvé les problèmes. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça vole super bien, c'est super fiable. C'est même plus économique que le moteur d'origine de la S350. Et on en vient à la miniature de la vidéo qui était peut-être un petit peu putaclic parce que malheureusement, c'est pas un moteur de tank qui s'est retrouvé dans un hélicoptère, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce moteur-là, il s'est retrouvé dans un tank. Donc, c'est pas un tank qui est parti à la guerre, ni rien du tout, mais c'était le HSTV, un programme de développement de tanks pour l'armée des États-Unis. Et donc, c'est HSTV pour High Survivability Test Vehicle. Il était tout simplement équipé de 2 moteurs comme ça pour une puissance de 1200 HP. Ce moteur n'a pas été que dans la Star, il a été dans les BK-117 qui est maintenant l'ancêtre du C-145. On l'a retrouvé aussi sur le Bell 222 et sur encore quelques avions. Il a même été dans une voiture genre de General Motors, la EcoJet. Et donc ce moteur-là, il est un petit peu partout. C'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à l'anecdote du moteur Lycoming. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Si tu veux voir d'autres trucs ou d'autres utilisations de l'hélicoptère, mets-le en commentaire. Sinon, partage la vidéo. Si tu as des commentaires constructifs, je suis preneur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un autre véhicule. Peace!